Si vous avez déjà entendu parler d'El Niño, vous connaissez peut-être son homologue, la Niña. Mais qu'est-ce que la Niña exactement? Et en quoi diffère-t-elle d'El Niño? Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondements scientifiques de la Niña, son impact sur les régimes climatiques mondiaux et sa comparaison avec El Niño. Nous aborderons également les conséquences potentielles de la Niña et la manière dont elle peut affecter diverses industries et communautés dans le monde. Alors rejoignez-nous pour plonger dans le monde fascinant de la Niña. Mais, avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur le bouton cloche pour ne rien manquer. Dans les conditions typiques de l'océan Pacifique, les alizés soufflent vers l'ouest, le long de l'équateur, transportant l'eau chaude de l'Amérique du Sud vers l'Asie. La remontée d'eau est le processus par lequel l'eau froide remonte des profondeurs pour remplacer cette eau chaude. Ces conditions typiques sont perturbées par les phénomènes climatiques opposés El Niño et la Niña. Le cycle ENSO est le terme utilisé par les scientifiques pour décrire ces événements. El Niño et la Niña ont tous les deux le potentiel d'affectuer les conditions météorologiques, les incendies de forêt, les écosystèmes et l'économie à l'échelle mondiale. Les épisodes El Niño et la Niña durent normalement de 9 à 12 mois, mais peuvent occasionnellement durer des années. En général, les événements El Niño et la Niña se produisent tous les 2 à 7 ans. Mais ils ne se produisent pas toujours en même temps. El Niño est généralement plus fréquent que la Niña. El Niño. Les alizés se détériorent pendant El Niño. La côte ouest du continent américain reçoit une poussée d'eau chaude en provenance de l'est. El Niño signifie petit garçon en espagnol, parfois appelé enfant du Christ. Dans les années 1600, les pêcheurs sud-américains étaient conscients des étendues d'eau exceptionnellement chaudes de l'océan Pacifique. El Niño de Navidad était le terme complet qu'ils utilisaient, car il atteint généralement son pic en décembre. El Niño a un impact sur notre météo. Le courant jet du Pacifique se déplace au sud de sa position neutre en raison des eaux plus chaudes. Le nord des États-Unis et le Canada connaissent un temps plus sec et plus chaud que d'habitude en raison de ce déplacement. Cependant, ces périodes sont plus humides que d'habitude et les inondations sont plus nombreuses dans les régions sud-est de la côte du golfe des États-Unis. El Niño a également un impact important sur les espèces marines au large de la côte Pacifique. Dans des circonstances normales, la remontée d'eau transporte de l'eau froide et riche en nutriments des profondeurs vers la surface. Les remontées d'eau s'affaiblissent ou cessent complètement pendant El Niño. Il y a moins de phytoplancton au large de la côte lorsque les nutriments des profondeurs sont absents. Cela a un impact sur les poissons qui consomment du phytoplancton. Ce qui a un impact sur tous ceux qui consomment du poisson. Les animaux tropicaux comme la limande à queue jaune et le thon germon peuvent pénétrer dans les régions habituellement trop froides en raison du réchauffement des eaux. La Niña. La Niña signifie petite fille en espagnol. La Niña est aussi fréquemment appelée El Viejo, l'opposé d'El Niño, ou simplement un événement froid. L'influence d'El Niño est inversée par la Niña. Les vents alizés sont encore plus forts que d'habitude pendant les occurrences de la Niña, apportant plus d'eau chaude en Asie. Les remontées d'eau augmentent au large de la côte ouest des Amériques, envoyant à la surface de l'eau froide, riche en nutriments. Les eaux froides du Pacifique poussent le courant jet vers le nord. La sécheresse dans le sud des États-Unis et les fortes pluies et inondations dans le nord-ouest du Pacifique et au Canada en sont généralement les conséquences. Les températures hivernales sont souvent plus chaudes dans le sud et plus fraîches dans le nord pendant l'année du phénomène La Niña. Un autre phénomène de la Niña est une saison de tempête plus active. Les eaux au large de la côte du Pacifique sont plus fraîches et plus riches en nutriments durant la Niña. En raison de cette écologie, des régions comme la côte californienne abritent davantage de vie marine et d'espèces d'eau froide, comme le calmar et le saumon. Les impacts d'El Niño. La plupart d'entre vous ont probablement entendu dire qu'El Niño se profilait à l'horizon. Et vous vous demandez peut-être pourquoi cela est important. Après tout, pourquoi serait-il important que l'océan Pacifique tropical se réchauffe plus que d'habitude ? Il s'avère qu'El Niño entraîne fréquemment des modifications des schémas de température et de précipitations à l'échelle mondiale, y compris en Amérique du Nord. Beaucoup de gens ont sans doute en mémoire les importantes précipitations, les inondations
et les glissements de terrain survenus en Californie en 1982 et 1983, ainsi qu'en 1997 et 1998. Si nous savions avec certitude qu'El Niño porterait des pluies aussi abondantes pendant la sécheresse catastrophique que connaît cette région, cela pourrait être un certain soulagement. Ces deux événements ont été les deux El Niño les plus forts des 60 dernières années, bien que la Californie n'ait pas souffert d'une dévastation similaire lors de nombreux El Niño précédents. Que pouvons-nous prévoir pour les États-Unis et à quel moment si El Niño se développe? Les scientifiques ont découvert une série d'effets communs liés à cet événement, en examinant les conditions climatiques saisonnières des années El Niño précédentes. Tous ces effets ne sont pas nécessairement associés à un événement El Niño. Cependant, ils se produisent plus fréquemment pendant les événements El Niño que ce que l'on pourrait prévoir par hasard, et nombre d'entre eux l'ont fait dans le passé. El Niño affecte généralement les températures et les précipitations aux États-Unis pendant la moitié de la plus froide saison, d'octobre à mars. Des conditions plus humides que la moyenne le long de la côte du Golfe, du Texas à la Floride, au cours de cette période de 6 mois, constituent la plus faible et la plus couramment observée de ces indications. Au cours des 100 dernières années, ce lien a été présent dans plus de 80% des incidents liés à El Niño. Le lien entre El Niño et les précipitations supérieures à la moyenne est plus faible dans toute la Californie et le sud-ouest, et il dépend fortement de l'intensité d'El Niño. La fiabilité du signal dans cette région a augmenté avec la force de l'épisode, ou plus précisément avec l'importance des écarts de température de surface de la mer dans le centre du Pacifique équatorial. Par exemple, des quantités de précipitations très supérieures à la moyenne ont été enregistrées dans tout l'État de Californie lors des deux événements les plus importants des 60 dernières années, en 82 et 97. Lors des fortes occurrences de 57 à 58 et 72-73, des précipitations médianes ou supérieures à la moyenne ont été enregistrées dans tout l'État. Les fortes occurrences de 91-92 et 2009-2010, par contre, n'ont produit que de modestes excédents dans la région sud de l'État, tandis que les précipitations de 65-66 ont été principalement ordinaires ou inférieures à la moyenne dans tout l'État. La corrélation est bien moindre pour les épisodes de force légère et modérée, avec environ un tiers des événements présentant des précipitations supérieures à la moyenne, un tiers des précipitations proches de la moyenne et un tiers de précipitations inférieures à la moyenne. Dans d'autres parties des États-Unis, les impacts d'El Niño sont associés à des conditions plus sèches dans la vallée de l'Ohio, et il y a un signal sec moins faible dans le nord-ouest du Pacifique et le nord des montagnes rocheuses. Hawaï connaît aussi souvent des précipitations inférieures à la moyenne de la fin de l'automne au début du printemps. Les météorologues peuvent élaborer des prévisions saisonnières précises grâce aux effets climatiques associés à El Niño. Bien que l'on ne puisse pacifier, les changements de température et de précipitation à travers les États-Unis sont assez faibles et donnent souvent suffisamment de temps aux gestionnaires d'urgence, aux entreprises, aux responsables gouvernementaux et au public pour se préparer correctement et prendre des décisions intelligentes afin de sauver des vies et de protéger les moyens de subsistance. Nous espérons que vous avez aimé en apprendre davantage sur ces deux phénomènes dans cette vidéo. Comme nous l'avons vu, la Niña et El Niño sont des phénomènes météorologiques complexes et à multiples facettes, qui peuvent avoir des répercussions importantes sur les régimes météorologiques mondiaux et sur diverses industries et communautés dans le monde. Il est essentiel de comprendre la science qui les sous-tend et leurs conséquences potentielles pour nous aider à nous préparer et à atténuer tout impact potentiel. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte. Nous espérons que vous avez acquis une meilleure compréhension des phénomènes de la Niña et El Niño, et de leur rôle dans le façonnement de nos schémas météorologiques mondiaux. Si vous avez d'autres questions, ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous.